Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Emmanuelle Dancourt, je suis journaliste en télévision et présidente d'une association incroyable qui s'appelle MeToo Média, qui s'occupe des violences sexistes et sexuelles dans les milieux des médias, des arts et de la culture. Autant vous dire qu'on bosse dur, hein, on est crevés. Il y a un an, on était déjà ici au Café de la Cide, que je remercie pour nous accueillir à chaque fois si généreusement et avec beaucoup d'engagement. On était il y a un an ici, avec certains et certaines d'entre vous, pour faire un rebond sur la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles. Et on a voulu faire le point un an plus tard. Au moment où on a créé la table ronde, on ne savait pas que la proposition de loi allait être déposée, donc tout ça se coordonne très très bien. Cette table ronde, on l'a intitulée « Un an après le rapport d'enquête, le cinéma veut-il vraiment changer ou fait-il semblant ?» Il vous plaît le titre ? C'est pour ça que vous êtes venus. Hein. Et on a voulu inviter sur cette table ronde des personnes qui sont toutes hyper pertinentes. Et elles vont nous dire pourquoi elles sont hyper pertinentes. Évidemment qu'il nous fallait un parlementaire qui était à la commission d'enquête. L'année dernière, c'était Erwan Balanant, le rapporteur. Cette année, c'est la présidente de la commission d'enquête, la députée Sandrine Rousseau, que je vous demande d'applaudir. Merci d'être venu. Bonjour à tous et toutes. C'est impressionnant de voir autant de monde. Merci d'être venu exprès. Pourquoi c'est important d'être pour toi? C'est ta première fois à Cannes en plus, Sandrine. Pourquoi c'est important pour toi d'être ici pour qu'on débriefe cette année qui vient de se passer? Et forcément, on va parler de la proposition de loi, la PPL. Pourquoi c'était important que tu sois là? Parce que ça fait un an que ce rapport a été fait et avant, la commission a duré encore un an. Et donc là, au bout d'un an, j'ai l'impression qu'un peu à la manière d'une tectonique des plaques, c'est-à-dire de manière un peu sous-jacente, sans qu'on s'en aperçoive trop, avec parfois des séismes. On l'a vu cette semaine avec Bruel, par exemple, mais de manière beaucoup plus sous-jacente, quelque chose est en train d'évoluer dans le monde du cinéma. Et un an après, eh bien, nous avons déposé une proposition de loi avec Erwan Balanant, qui reprend une partie des propositions de la commission d'enquête, du moins la partie qui relève de la loi. Et j'imagine qu'on va en reparler, mais pour vous dire, en tous les cas, et peut-être est-ce le message le plus important, que depuis l'Assemblée nationale, on ne lâche pas l'affaire. Voilà. Alors, cette commission d'enquête, elle a donné un rapport qui pèse son petit poids. C'est que... C'est que le tome 1. Il y a eu plus de 110 auditions et tables rondes, durant lesquelles ont été entendus plus de 400 professionnels des secteurs concernés. Et on a la chance d'avoir 2 personnes, en plus de moi, mais qui ont été auditionnées. Je vous les présente juste après, mais je voudrais d'abord... Qui a été auditionné à la commission d'enquête? Tiens, levez la main. Ouais, alors, je vais vous dire un truc. Les tables rondes que l'on fait ici, il y a une énorme parole donnée. Je t'ai vu, Caro. Il y a une énorme parole donnée au public. À tout moment, vous pouvez lever la main, donner un exemple, interpeller, poser une question. On a un deal? Il va falloir vous réveiller. Hein. Je sais qu'il est 15h30, mais là, il va falloir m'aider. Hein. OK. Pamela Varela, qui est présidente, coprésidente de la CID, autrice, réalisatrice. Évidemment, important que tu sois là. Tu étais là l'année dernière, toi, Pamela. Prends le micro. Il s'est passé quoi pour la CID pendant un an? Vous avez eu des petits soucis l'année dernière? Des petits soucis, oui, qui sont devenus... en fait, ça a été un cas d'école. Donc, d'abord, je remercie tout le monde d'être là. On est ravis de vous accueillir et ravis d'avoir cette discussion. Et oui, on a eu un cas qui a été dénoncé, en fait. Enfin, quelqu'un qui a pris la parole, qui a eu le courage de prendre la parole, et il a fallu réagir vite. Je vais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé. On ne va pas reprendre le cas, mais en tout cas, nous... En une phrase, hein, une phrase d'introduction. Nous, ce qui nous a permis vraiment de réagir, c'est qu'on avait déjà mis en place des éléments de travail, qui était une charte qu'on avait beaucoup travaillé, et ça nous a énormément servi. Et on était formés, et on reviendra là-dessus, parce que ça, c'est pour moi la chose la plus importante et qui est au centre de nos préoccupations. Et je sais que nous, en tout cas moi personnellement, puisque j'étais au cœur de ce chaos, le fait d'avoir été formé a été un atout incroyable. Oui, et juste pour dire, ça s'est passé sous la tente du CNC. Et il y a 3 personnes qui se sont levées à ce moment-là, quand la victime a parlé. Il y a Erwan Balanant qui avait le micro à la main, donc a tout de suite réceptionné le reportage. Il y a moi qui me suis levée. On avait des écoutantes MeToo Média qui étaient là. Et il y a toi.
Marine, et vous avez tout de suite extrait la victime pour l'emmener, la sécuriser. Tu as appliqué le protocole avec l'écoutante MeToo Média, toi qui étais là aussi pour, qui connaît ça très très bien. Et ça a été un travail collectif incroyable avec l'ACID qui a fait exactement ce qu'il fallait, comment il fallait. Vous avez été exemplaire, franchement, et bravo. Et on parlera de ce qui s'est passé dans l'année ensuite pour l'ACID, et pas seulement. Elle a été auditionnée par la commission d'enquête. On avait très envie d'avoir une actrice emblématique sur cette table ronde. Quelqu'un qui ouvre sa gueule, hein, on va se le dire quand même. Elles sont quelques-unes, pas si nombreuses, malheureusement. Je voudrais remercier Sarah Forestier d'avoir fait le déplacement pour venir à cette table ronde. Comment ça va, Sarah? C'est important pour toi d'être là. Hein. Oui, c'est important pour nous toutes, en fait. Évidemment, c'est nos vies. Et il est temps. Maintenant, c'est le moment. C'est vraiment le moment que MeToo, que les politiques ne soient plus spectateurs de MeToo et qu'ils s'en emparent et qu'ils légifèrent. C'est vraiment le moment. On n'a pas fait tout ça pour rien. On est venu, on a mis nos vies. Il y a eu tellement de femmes tremblantes qui sont venues poser leur récit. Et donc, voilà, moi, je viens surtout pour interpeller les politiques et de leur dire c'est le moment de vous emparer de MeToo et de plus être spectateur. Merci d'être venue jusqu'à nous, Sarah. À mes côtés, on a Marine Longuet. On commence à bien se connaître, hein, toutes les deux. Marine, on a vécu quelques aventures ensemble. Marine, elle est assistante réalisatrice, a décidé de se consacrer aux mineurs sur les tournages. Tu es également formatrice pour l'atelier Marcel. Tu peux peut-être nous présenter l'atelier Marcel, nous en dire un peu plus sur ce que tu fais sur les tournages aussi? Oui, donc j'en ai peut-être croisé certains d'entre vous. Bon, déjà, bonjour à tous. Donc, je suis assistante de réalisation, j'ai été encadrante enfant et puis j'ai été au conseil d'administration du collectif 50-50 jusqu'en 2025. Et quand mon mandat s'est arrêté, mon militantisme ne s'est pas arrêté et j'ai eu envie de passer à l'action. Et une autre forme d'action, c'est que je suis convaincue que la formation est quand même l'outil et la prévention. On était plusieurs à penser ça au collectif. Ce sera notre meilleur outil pour déconstruire, démanteler. Voilà. Et donc, je suis maintenant, quand je ne suis pas sur les plateaux de tournage, je suis formatrice à l'atelier Marcel. En fait, je forme les référents-référentes qui sont maintenant obligatoires sur les plateaux dans l'industrie du cinéma. Et donc, il fallait absolument que ces référents-référentes soient formés parce qu'au début, on pouvait être référente sans être formé, ce qui expose à énormément de difficultés et d'impasses à la fois pour les personnes victimes des violences, mais pour les mises en cause et pour surtout le suivi des process. Donc, voilà pour ma présentation. Super, merci beaucoup. Et à l'autre bout de la table ronde, on a invité un homme. C'est dit quand même, c'est bien. Manuel Alduy, que certains d'entre vous connaissent, responsable du cinéma et de la série et des séries internationales chez France TV. Manuel, on t'a invité parce que au moment de la commission d'enquête, il s'est passé quelque chose que tu vas nous raconter. Il y a une très grosse prise de conscience chez France Télévisions. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé chez vous? Je vais le faire très bref. Je ne sais pas si ça marche. On adore les commissions d'enquête à France Télé. Alors, celle de l'année dernière, on l'a vraiment appréciée. Non, plus sérieusement, c'était une commission où, comme elle est arrivée à peu près 1 an et demi après la révélation d'une douzaine de cas d'agression, depuis il y en a beaucoup plus, qui concernaient l'acteur Gérard Depardieu, et que c'est un acteur qu'on a souvent dans des films avec France Télé. On a regardé les auditions, et ces auditions, pour le faire très court, nous ont révélé d'autres situations, d'autres cas, très souvent sur des programmes qui nous impactaient nous, donc des programmes qu'on avait financés. Et donc, on peut avoir un jugement évidemment, heureusement, moral sur le sujet des VSS. Et je pense qu'il faut qu'on y mette aussi la partie économique, parce que souvent dans notre société, malheureusement, c'est quand ça fait mal à l'argent que ça bouge. Donc, on a du coup réfléchi après à une formation en interne sur comment gérer des programmes abîmés par des cas de VSS. Je sais bien que ce ne sont pas les programmes qui sont abîmés en premier, mais les personnes. Mais parfois, pour faire comprendre dans notre secteur à des gens qui les financent, il faut passer par cet aspect-là. Donc voilà, pour moi, la commission elle a été éclairante sur un certain nombre de cas, beaucoup plus vastes que simplement quelques stars, avec une granularité qu'on n'imaginait pas. Et donc, pour dire la fin de l'histoire, ça je peux la raconter parce qu'elle nous concerne MeToo Média. France TV a lancé un appel d'offres en quelques jours. On a été 4 à y répondre. C'est MeToo Média qui l'a remporté.
Et donc, l'été dernier, nous avons formé les 200 conseillers au programme sur une formation qui, je crois, est unique en France, qu'on a créée pour vous. Qu'est-ce qu'on fait quand on est diffuseur d'un programme Avimé? Quelle est notre responsabilité? La responsabilité employeur, la responsabilité diffuseur. Il y a beaucoup de droits dans cette formation. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et on s'est rendu compte que, finalement, personne ne savait, tout le monde pataugeait. Donc, on a collé des avocats là-dessus, du travail, de la propriété intellectuelle, qui ont travaillé. Et ça a donné cette formation qu'aujourd'hui, on diffuse ailleurs. Merci pour ce premier tour de table. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, personnellement, je ne suis pas hyper bonne en proposition de loi. Je ne suis pas hyper bonne en Assemblée nationale et en Sénat. Enfin bref, je ne sais pas très bien comment ça marche, ces choses-là. Et je me dis que je ne suis pas la seule. Est-ce que Sandrine, tu pourrais nous expliquer? Là, on a une proposition de loi qui est sortie en 19 points. Mais avant même qu'on rentre dans cette proposition de loi, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le parcours d'une loi? Elle a été déposée il y a quelques jours. Vous avez fait une conférence de presse avec Erwan Balanan. Cette loi, elle n'est pas vissée, elle va bouger. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment une loi arrive au calendrier parlementaire? Si elle y arrive, enfin, c'est quoi le chemin? Qu'on comprenne bien. Alors, petit cours, petit cours de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est quand même pas le plus fun du monde. Alors, en fait, il y a deux sortes de lois. Il y a les lois qui viennent du gouvernement et les lois qui viennent des députés. Les lois qui viennent du gouvernement sont toujours prioritaires sur celles qui viennent des députés. Donc ça, c'est la première des choses. Et donc là, c'est une loi qui vient de la part des députés. Et donc, nous avons une semaine tous les 3 mois pour passer des lois qui viennent des députés, et ça s'appelle la semaine transpartisane. Donc sur cette semaine-là, il faut passer toutes les lois, toutes les propositions de loi qui viennent des députés. Vous imaginez bien qu'il y a un stock conséquent de lois qui sont dans la file d'attente. Évidemment, il y a une file d'attente qui est importante, mais pour inscrire notre loi dans l'agenda de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si... Donc pour inscrire notre proposition de loi dans l'agenda de l'Assemblée nationale, il faut plusieurs étapes. La première, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale, dans lequel siège un représentant par groupe ou une représentante par groupe, vote l'arrivée de cette loi dans l'agenda de l'Assemblée, et qu'ensuite, elles s'inscrivent dans une semaine transpartisane pour mobiliser l'hémicycle, puisqu'il n'y a qu'un seul hémicycle, et pour étudier cette loi. Comme il y a 19 articles dans cette loi, c'est une loi qui va nécessiter plusieurs jours de débat, probablement une semaine complète de débat. Et donc, ça veut dire qu'on coupe toute autre possibilité de loi pour 3 mois, puisque ça veut dire qu'on prend toute la semaine transpartisane. Tout ça pour vous expliquer que ça ne va pas être facile. En fait, là, on est face à un premier obstacle qui va être de l'inscrire à l'agenda, mais que si elle est inscrite, alors elle pourrait être étudiée et votée au moins en première lecture avant la fin de la mandature. Alors, je sais, pour vous, ça paraît très, très loin, mais en fait, c'est très, très court. Voilà, et nous, on a vraiment envie de pousser, en tant que société civile et associative, on a envie de pousser pour que cette loi soit inscrite et qu'elle soit examinée. Alors, on parle du politique. Sarah, je vais arriver vers toi parce que tu nous as dit que tu étais là pour interpeller les politiques. Et quand on s'est parlé hier, tu m'as dit, tu sais quoi, j'ai écrit un texte. Tu veux bien nous le lire, ce texte d'interpellation? Est-ce que ça vous va? Tu veux bien te mettre debout? Oui. Tu peux te mettre debout, tu crois? Oui. Ouais. On est un peu chaud, non? Je suis désolée, c'est vrai que c'est pas exactement le truc d'une table ronde, mais... C'est pas grave, si tu as envie de faire une déclaration, tu peux y aller. Je trouvais que c'était vraiment important, quoi. Il va falloir qu'on fasse le maximum pour que tous ensemble, pour que voilà, ça soit étudié et qu'elle soit mise à l'ordre du jour, cette proposition de loi. Alors, je vais essayer de faire rapide, mais ça va être long. Non, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quand même voilà, mais voilà, c'est le moment. C'est le moment. Aux politiques, nous disons, c'est le moment de ne plus être spectateur de MeToo. Vous avez le devoir de vous emparer de MeToo. Légiférer, protéger les victimes, mettez fin à l'impunité. Nous vous avons confié nos récits. Beaucoup d'entre nous sont venus à la commission d'enquête parlementaire avec le courage de déposer nos parcours de vie professionnelle brisés et pour certaines d'entre nous, des vies brisées. Nous avons parlé pour que vous puissiez disséquer les mécanismes d'impunité qui ont fait tant de victimes, qui ont fait que tant de victimes ont été écrasées et que tant d'agresseurs ont été couverts par des complices qui ont contourné la loi pour protéger leurs copains ou leurs intérêts. La commission d'enquête a révélé qu'il n'y a pas de silence complice. C'est un mythe. Les complices ne sont pas silencieux.
Les complicités, c'est tout un système pour étouffer les affaires. Ostraciser la victime, lui faire peur, la culpabiliser, la menacer, la diffamer, lui faire des réputations, la discréditer, la blacklister. On dit qu'il faut un village pour pouvoir violer un enfant. Eh bien, il faut tout un village pour faire taire des actrices agressées, pour faire taire des techniciennes agressées. Il faut tout un village pour que les agresseurs puissent continuer leur carrière en toute tranquillité. Alors on serait vite tenté de se laisser emporter par le tourbillon du Festival de Cannes, la magie des tapis rouges, la beauté des œuvres qui fait la partie flamboyante de cet art sublime. Mais ne soyez pas dupes. Derrière ces flashs et ces paillettes, parmi ces actrices dans ces belles robes qui foulent le tapis rouge, il y a des victimes, beaucoup de victimes. Pas une de ces actrices que vous admirez n'a pas vécu au moins une violence sexiste et sexuelle au cours de sa carrière, pas une. Tous les acteurs et actrices de ce milieu, toutes les techniciennes, techniciens, les employeurs, tous les métiers de ce milieu doivent être solidaires de toutes les victimes et pousser pour que cette proposition de loi soit mise à l'ordre du jour. À toutes les forces politiques, à tous les présidents de groupes parlementaires, nous disons protéger les victimes, légiférer. Sonner la fin de l'impunité, légiférer. À tous ceux qui sont attachés à l'état de droit, et même tous ceux qui ne cessent de s'offusquer à longueur d'année d'une soi-disant justice médiatique, eh bien c'est le moment. C'est le moment de vous emparer de MeToo pour que les choses soient renforcées dans le cadre institutionnel. C'est le moment que ces promesses d'écoute, de libération de la parole se transforment en protection plus efficace dans la loi. Nous voulons du concret. Nous voulons que si une victime se fait agresser sur un tournage, l'employeur soit obligé de faire une enquête interne conforme à un protocole établi strictement. Nous voulons que l'employeur protège la victime. Nous voulons que l'employeur mette réellement en place les mesures du Code du travail et que, le cas échéant, l'agresseur soit écarté. Nous voulons que soit inscrit dans la loi que les victimes puissent avoir un recours efficace et immédiat en cas d'enquête interne biaisée ou dysfonctionnante. Nous voulons que soit inscrit dans la loi que l'employeur ait une obligation de signalement auprès d'un organe de surveillance comme l'inspection du travail ou la CCSHCT dès qu'il a connaissance d'un signalement de VSS. C'est bientôt fini. Nous ne tolérerons plus que de fausses enquêtes internes soient menées pour étouffer les affaires. Nous ne tolérerons plus que des victimes soient licenciées pour avoir dénoncé les agressions qu'elles ont subies. Nous ne tolérerons plus que ce rouleau compresseur écrase les victimes qui parlent pour protéger les copains et les intérêts financiers colossaux. Nous voulons la justice. Pour cela, nous avons besoin de vous, politiques, pour légiférer, pour corriger et combler les failles qui ont amené à cette permissivité, qui ont permis les contournements, les fameux trous dans la raquette. Et je voudrais terminer par « Nous avons donc parlé ». Vous dites que vous nous avez entendus. Vraiment ? Les choses avancent ? Vraiment ? MeToo n'est pas réglé. On va se dire les choses très, très sincèrement. MeToo n'est pas derrière nous. Encore récemment, des témoignages. Le témoignage de Alice Belaïdi, qui raconte avoir été licenciée après qu'un acteur ait posé son sexe contre sa cuisse et qu'elle l'ait dénoncé. Le témoignage de Rinke Ricci, très récemment, qui raconte après avoir été licenciée après avoir reçu une claque sur les fesses et qu'elle ait demandé à ce qu'il y ait plus de visibilité sur les futures scènes qu'elle allait tourner avec lui. Moi, licenciée, après avoir été au commissariat pour porter plainte contre un acteur qui m'avait agressée. Je pourrais prendre des exemples. Isabelle Adjani, obligée de quitter une pièce de théâtre après avoir été giflée par un acteur. Myriam Boyer, licenciée après avoir dénoncé cette fait étrangler par ce même acteur. Alexandra Rosenfeld, récemment, obligée de continuer de tourner une émission malgré un nez fracturé après s'être pris un coup de tête. Et toujours ce même mécanisme de certains employeurs qui couvrent les agresseurs. Donc soyons très clairs. Nous ne serions pas là si les employeurs avaient écarté les agresseurs. Nous ne serions pas là, nous n'aurions pas fait cette commission d'enquête, nous ne serions même pas à cette table ronde-là si les employeurs avaient viré les agresseurs et s'ils protégeaient les victimes en appliquant strictement le Code du travail. Donc, pour terminer, MeToo n'est pas derrière nous, c'est ici et maintenant. En réalité, c'est maintenant que ça se joue, avec le fait de légiférer. Cette proposition de loi, c'est le moment décisif, c'est le moment d'agir. Et je dirais même que ce moment va révéler réellement, si collectivement, nous voulons réellement que ces agressions cessent, s'il y a une réelle volonté politique de mettre fin aux agressions,
ou si tout ça n'est que du vent et que des effets d'annonce. Alors, mesdames, messieurs les politiques, ne faites plus les choquer quand des actrices viennent témoigner de leur viol ou de leur agression. Agissez, légiférez, c'est le moment. Voilà. Il y a des ovations qui valent celles du tapis rouge, hein. Je préfère ça que le tapis rouge. Avant qu'on parle de la PPL, alors je vous dis juste un truc, Sandrine Rousseau va nous quitter un tout petit peu avant la fin de la table ronde parce qu'il y a un seul train où il y avait une place et elle ne peut pas le rater. Donc vous vous étonnerez pas. Et qu'elle ne prend pas l'avion. Voilà. Puis elle n'a pas voulu venir à pied. Donc, avant qu'on attaque sur la proposition de loi et les différents points, je voudrais qu'on fasse un petit peu le tour de savoir ce qui s'est passé pour vous dans cette année. Par exemple, toi, Marine, tu es sur les tournages. Tu nous as expliqué ce que tu faisais. Qu'est-ce que tu as vu depuis que tu as été auditionnée en novembre 2024 sur la commission d'enquête? Tu as été auditionnée, tu as été écoutée, tu as avancé. Toi, tu as fait du chemin aussi personnellement. Et qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça a bougé? Ou est-ce que le cinéma ne bougera pas, ne bouge pas ou ne bouge pas suffisamment? De ton point de vue à toi? Alors déjà, je voudrais, comme je prends la parole juste après Sarah, ça a quelque chose d'un petit peu particulier, parce que j'aimerais quand même donner une note optimiste et vous donner des nouvelles de ce qui change, sans pour autant que c'est ait l'air de nuancer le propos de Sarah, hein. Là, elle n'est pas du tout mon objectif. Mais qu'est-ce que j'ai vu depuis 1 an? J'ai vu beaucoup de visages, parce que je suis sur les plateaux et en formation. J'ai vu des visages qui racontent des choses et quand on préparait cette table ronde, on évoquait avec Sandrine le fait qu'évidemment, actuellement, moi, je racontais une industrie du cinéma qui est totalement fracturée, avec beaucoup de clivages, de défiance, mais aussi beaucoup des choses qui émergent, de type sororité, solidarité, efficacité dans le partage des connaissances et des ressources. Et ces choses-là, c'est comme des forces telluriques, hein, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Ce sont des forces souterraines, latentes, qui sont moins visibles que les éclats de violence, mais qui ne sont pas pour autant extrêmement fondatrices, constructives, et qui vont nous permettre de faire face par la suite, qui vont nous permettre d'accompagner les changements. Parce que moi, ce que j'ai vraiment compris ces derniers temps, c'est que je suis passée de mon statut de femme militante à mon statut de formatrice. Et en fait, je constate que quand on a des outils, tout est différent, quel que soit le contexte. Et les outils, c'est la définition des violences, c'est connaître les protocoles, c'est savoir recueillir la parole. Et non pas recueillir la parole comme toute personne, comme toute femme, j'ai envie de dire, ou personne faisant partie des minorités, parce qu'on est habitué en fait à faire face à tout ça. C'est connaître comment il faut faire, c'est devenir en fait précis, technique dans la gestion de comment je pourrais, dans la prévention en tout cas des VSS. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Et j'aimerais aussi, quand je suis formatrice, donc avec l'atelier Marcel, on a les gens pendant 48 heures, enfin pendant 2 jours. L'idée, c'est que le premier jour, je vois des visages fermés, tendus, inquiets, qui représentent aussi ce qui se passe et qui sont normales, hein. On ne va pas dire que parler des VSS, c'est facile. Et donc, je tiens à pointer le fait qu'il y a un parcours personnel et il y a un parcours professionnel. Et que ça, dans une vie et dans le cinéma actuel, c'est ce qui est très compliqué. Faire face au VSS, c'est son histoire personnelle et c'est son histoire professionnelle. Et les réponses ne sont pas les mêmes. Il y a le droit du travail, il y a le droit pénal, il y a notre personnalité propre, il y a notre personnalité de travail. Et ça, c'est extrêmement difficile à gérer. Et au bout de 48 heures, une fois qu'on a fait un état des lieux, qu'on a donné des outils, je vois des visages qui se détendent, des choses qui émergent et des solidarités nouvelles aussi qui apparaissent. Et surtout, je vois lors des formations, et ça c'est vraiment ce que j'ai observé quand je dis j'ai vu des visages, j'ai vu une monteuse discuter avec un chef d'éco, des gens qui en fait ne sont pas normalement amenés. Quand on tourne, je ne sais pas qui est sur les tournages dans cette assemblée, mais il y a des postes qui ne se parlent jamais. Ou alors quand on se parle, c'est qu'en général, il y a eu un problème. Ou alors quand il y a une grève, et ça c'est bien aussi, ou quand on marche ensemble. Mais ce qui est très important, c'est que si actuellement on veut changer les choses, il faut se parler avant le problème.
Et donc, les formations, c'est un outil majeur. Et notamment, et je rebondis aussi, Sarah, sur cette question, parce que les comédiennes ont eu accès un peu plus que les techniciennes à des récits portés par la presse, ce qui est tout à fait normal. Les récits émergent comme ça. Depuis certains temps, on voit des récits de techniciennes qui émergent dans la presse. Ça, c'est une chose, mais on doit aussi ensuite se rencontrer à d'autres moments pour échanger, pour créer aussi des retours d'expérience, pour se dire j'ai compris ta situation, j'ai compris la tienne, il y a des choses en commun, il y a des choses sur lesquelles on peut lutter. Voilà. Et ensuite, pour passer la parole, ce que j'ai observé aussi, c'est que j'ai vu des gens que ça mettait en valeur. J'ai vu des gens qui prenaient de la puissance au cœur des plateaux, parce qu'on sait qu'il y a une hiérarchie, on sait aussi qu'il y a des postes qui sont plus forts que d'autres, on ne va pas se mentir, il y a de la hiérarchie dans la hiérarchie. Et donc, du coup, moi, j'ai vu des profils de femmes majoritairement qui, fortes de toutes ces indications, de toutes leurs connaissances, de tout le travail qu'elles menaient, prennent en ampleur. Donc ça, on va le voir dans Voilà, on le voit déjà, mais on va le voir de plus en plus. Et dernière chose, j'ai aussi vu que la nature de l'argent, donc là, on en parle avec la nature de l'argent teinte la fabrication. Donc ça, il ne faut pas... Et alors, je dis ça avant même qu'on évoque que le festival se saisisse... Enfin, le festival, non, que les gens qui sont au festival se saisissent de la question de Bolloré. Mais quand on accède à de l'argent parce qu'on nous a demandé de respecter le droit du travail, eh ben, cet argent, il est particulier. Si on fait des films dont on ne connaît pas la provenance de l'argent, ça n'a pas les mêmes effets. Donc moi, je défends vraiment un CNC régulateur sur les obligations du droit du travail, mais pas sur les récits, parce que le jour où on a le Front National au sommet du CNC, et s'il se mêle de réguler les récits, ça pose problème. Mais la régulation de l'accès à l'argent, lié au droit du travail, au respect du droit du travail et à la mise en place de prévention sur les VSS, le harcèlement moral, c'est ça pour moi une partie de notre exception, non pas culturelle, parce que c'est encore autre chose, mais de notre exception de fabrication dans le cinéma français. Hier, il y avait une conférence du CNC avec des Américains qui parlaient de l'état du cinéma actuel aux États-Unis. Ils ont tous invoqué la crise du Covid pour dire que personne n'allait en salle et personne n'a parlé de Trump. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je comprends que nous, en France, la santé du cinéma, elle est vraiment liée à nos institutions et à notre gouvernement. Donc voilà, c'est intéressant et important et nécessaire de continuer à garder un œil sur l'argent qui nous finance, pourquoi et comment. Merci beaucoup, Marine. Pamela, merci beaucoup. On peut l'applaudir, allez-y. Alors, au niveau de la CID, et puis toi, comme femme de cinéma, comme cinéaste, qu'est-ce que tu as vu bouger en un an? Est-ce que tu as l'impression vraiment que le sujet, il est pris en main? Alors, merci Marine d'employer. Enfin, je pense que l'idée d'outils en fait a été est centrale pour nous en fait et a été effectivement un levier qui nous a permis d'avoir un phare en fait, d'avoir une ligne qui pouvait nous guider. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà entamé avant Cannes de l'année dernière l'engagement qu'on avait sur les VHMSS. Et donc, ça nous avait permis, on avait fait signer une charte et adopté une charte en CA avant le Festival de Cannes, ce qui nous a énormément aidé et c'est très très important. Et on avait été formés, moi j'avais été formée comme référente. Donc en fait, depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a continué la formation, bien évidemment. Et puis en fait, pour nous, c'est un sujet intrinsèque à notre travail, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se rajoute, c'est quelque chose qui fait partie entièrement dans la façon dont on a envie que l'association se déploie. C'est-à-dire que pour nous, c'est impossible que ce soit un sujet à part. Ça fait partie même de notre travail. C'est-à-dire que ça fait partie de la façon dont on peut se parler dans nos instances, dont on peut se comporter entre nous. Et puis évidemment, lorsqu'on accompagne des films, parce qu'on avait beaucoup parlé de ça aussi l'année dernière sur la question, et on en a reparlé, on a beaucoup réfléchi à ça aussi sur l'accompagnement des films, puisqu'on a l'habitude, nous, d'accompagner des films et de se retrouver par moments aussi avec des
exploitants ou dans des conditions où il y a des violences qui peuvent apparaître. Et donc, on a beaucoup réfléchi cette année à d'autres champs, c'est-à-dire pas uniquement dans le festival où on est concentré, où on peut s'organiser, ce qui a été fait d'ailleurs, et en interaction avec d'autres sections parallèles. Je pense que vous avez tous vu Angela, que vous pouvez appeler s'il se passe quoi que ce soit, dans toutes les instances du festival. Donc ça, c'est de la collaboration. Attends, tout le monde sait qui est Angela ou pas? J'espère que vous l'avez tous vu. Hein? Vous savez ce que c'est? Appeler Angela, rentrer dans un bar, appeler Angela et on comprend que vous êtes victime. Ok, très bien. C'est affiché à l'acide, je l'ai vu dans les toilettes. Et donc ça, c'est très important parce que ça, c'est un travail qui a été fait en interaction avec toutes les sections. Donc c'est vraiment un travail collectif. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que tant qu'on ne prendra pas conscience qu'il faut qu'on avance ensemble et dans la même direction, on n'y arrivera pas. Donc c'est effectivement... Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des réalités, hein, mais on essaie en tout cas d'avancer de façon assez pragmatique et de donner des outils et de former, nous, nos collaborateurs et les nouveaux cinéastes qui arrivent à la CID, enfin de parler de tout ça de façon très libre et surtout leur donner des outils de langage. Parce que le problème, c'est que, comme tu disais, Marine, c'est qu'avant, on ne savait pas très bien comment il fallait parler de ça, comment il fallait se comporter pour parler ou pour accueillir la parole. Maintenant, on a des outils et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Donc, il y a eu ça. Et puis, nous, on a mis en place cette année, parce qu'on accueille des équipes de films, on a mis en place une réflexion autour de l'accompagnement des mineurs. On a réfléchi beaucoup, et ça depuis 2 ans, à sécuriser les endroits de fête, de regroupement, c'est-à-dire d'offrir des boissons sans alcool, d'être très prévenant, enfin, je veux dire, d'encadrer tout ça de façon très simple et très logique et pragmatique, sans que ce soit complètement central, pour que ça devienne une habitude. En fait, ça doit être quelque chose qui rentre dans les mœurs, et ça va prendre du temps. Mais moi, je pense que c'est en train d'avancer, en fait. Moi, je suis très touchée par le mot collectif que tu emploies, parce que nous, au niveau associatif, on a vu vraiment des associations qui ne se connaissaient pas. C'est juste qu'on était chacune dans nos couloirs, et je regarde Fabienne, la pape de cinéma. On a vu des associations se mettre ensemble. Nous, par exemple, MeToo Média, on a fait un truc tout simple. On est hyper doués pour organiser des apéros. Donc, on organise un apéro, par exemple, qui s'appelle Assororité. Et là, on invite toutes les associations, les syndicats, et à chaque fois, il y en a d'autres qui invitent d'autres, et on apprend rien que se connaître. Il y a des coalitions féministes qui se sont organisées. Et il y a quelque chose de l'ordre du... bon, c'est les 10 ans de MeToo dans un an, là. Ça va tomber pile pendant la présidentielle. Il faut absolument que collectivement, on monte sur le sujet. Avant qu'on passe à la PPL... pardon. Je voulais juste préciser quelque chose, parce que ça a permis en fait d'avancer, mais ça a aussi permis de réfléchir aux manquements. Et nous, en l'occurrence, puisque nous sommes une association, et je sais qu'il y a beaucoup de festivals qui sont des associations, on a mis sur la table aussi la question de... Nous, on n'est pas... nos bénévoles, ils ne sont pas couverts par le droit du travail. On parle beaucoup du droit du travail, mais nous, on fait comment, puisqu'il n'y a pas de droit du travail pour les bénévoles. Donc, on a parlé de tout ça, et je pense que aussi le projet de loi apporte des pistes de réflexion et d'encadrement qui sont très importantes aussi pour nos structures, puisqu'on n'a pas tous les mêmes codes. Manuel Alduy, 1 an chez France Télévisions, service public, depuis la commission d'enquête. Donc, OK, il y a eu la formation MeToo Média, mais qu'est-ce qui a changé profondément? Ou pas, hein? Il y a 2 choses. Il y a un élément qui est encore difficile, et un autre où je pense qu'on a, grâce à vous et à toute la commission, on a fait des progrès. Donc le premier niveau où il y a un progrès, c'est la grammaire, c'est savoir de quoi on parle. Quand vous êtes diffuseur, vous pouvez avoir une émission de télé, un film, n'importe quel programme avec un talent dedans qui vient d'être accusé, a été accusé pour quelque chose qui a été fait tout de suite, hier, avant-hier, il y a 2 mois, il y a 30 ans. Et on brasse beaucoup de programmes de catalogue aussi. Bon, donc on est confronté à ce sujet-là, et savoir ensemble de quoi on parle. Donc, par exemple, l'année dernière, le cas qui est arrivé à la CID, on venait de préacheter un court-métrage de la personne incriminée. Donc, dans mes équipes, il y avait on efface le programme, littéralement, on le sort de la base, on ne le diffusera jamais, ou on le programme
sans que notre programmation laisse entendre qu'il y a un soutien à la personne accusée. Parce que nous, on doit faire attention à 2 choses. La liberté de création. On n'est pas responsable des récits que les créateurs, les auteurs, autrices nous amènent. Et deuxièmement, les œuvres, elles sont collectives. Et c'est très, très difficile pour des gens qui ont participé à un programme de se dire « je suis parti à la poubelle à cause du comportement d'une personne ». Et je vous le dis, nous, on diffuse 5 films par an avec Depardieu. Hein. Donc, imaginez que ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Voilà. Et donc, c'est cet équilibre qui est compliqué. Donc, je pense je vais faire court. On a une grammaire commune. C'est quoi des violences? Ça commence où? Ça se termine où? Deuxièmement, la présomption d'innocence, arrêtez de nous la balancer à chaque fois. Sinon, on ne va jamais rien faire. En revanche, le deuxième sujet qui est plus du domaine de comment on programme, qu'est-ce qu'on programme, là, on a encore un chemin. Pour nous, le chemin, il est sur faire comprendre que tout le monde n'a pas besoin d'être sur le piédestal. Par exemple, je pense qu'on s'indigne, nous, à France Télé, quand certains talents incriminés réclament le besoin d'être dans le jury d'un festival. C'est pas tout à fait... ils sont pas obligés d'être au sommet de la pyramide. Ça ne veut pas dire qu'on leur interdit de travailler. Je nomme personne. Hein. Mais vous aurez... Oui, non, mais je sais. Mais, non, mais c'est important c'est toujours la question du vocabulaire. Dire vous n'êtes pas obligé d'être dans les 12 personnes du jury d'un festival de cinéma ultra connu, ça ne veut pas dire qu'on vous demande d'être au chômage. Il y a quand même une gradation. Et ça, c'est une question de vocabulaire entre nous. Parce que le nombre de critiques que l'on a quand on prend position en disant « je trouve pas normal qu'un tel soit là », je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il travaille, qu'il faut qu'il arrête de réaliser, etc. En revanche, il n'a pas forcément besoin d'avoir accès à une émission de prime time, à un jury de festival, etc. Qu'il fasse son boulot. Spéciale dédicace à Gérard Darmon. Alors, Pas que lui. public, avant que j'arrive vers Sandrine pour qu'on parle de la PPL, est-ce que vous voulez intervenir déjà sur comment vous avez vu les choses changer ou pas du tout, selon votre secteur d'activité, depuis que vous avez été auditionné, pour ceux qui l'ont été à la commission d'enquête, ou même si vous n'avez pas été auditionné, est-ce qu'il y a des personnes là maintenant qui veulent intervenir? Merci Fabienne pour les festivals. Est-ce que tu veux bien démarrer la prise de parole en public et nous parler de ce que tu fais toi et de comment tu as essayé de faire changer les choses? Oui, alors moi, ma casquette, c'est le Festival des Arcs, le Lab, et puis j'ai aussi une casquette du groupe Respect, en fait, que j'ai accompagné dans la facilitation. Donc c'est là où, en fait, j'avais envie de rebondir déjà sur l'idée que dans le fait de... si un film, on a mis de la prévention en amont, à tous les étages, que si une violence survient, que, en fait, elle est traitée en transparence, qu'il y a une commission d'enquête qui se passe dans les bonnes conditions, alors à ce moment-là, si... au moment de la sortie, il y a une contextualisation et une non-mise en lumière de la personne mise en cause, à ce moment-là, il faut que le film sorte. C'était le protocole respect des films dits abîmés. Parce que s'il ne sort pas, en fait, c'est une chose en plus, paradoxalement, qu'on fait peser sur les épaules, en fait, de la victime. C'est-à-dire que non seulement elle est victime, mais en plus, elle porte le poids de ce film qui ne sort pas et qui pourtant a été, en fait, le fruit d'un collectif. Donc ça, c'était ça. Donc fort de ce protocole-là, aux Arcs, en fait, on a été amené, on a décidé, parce qu'on aimait ce film, d'accueillir le film Je le jure de Samuel Tess, où il y avait eu un signalement de faits de violence. Et en fait, on a accompagné la projection de ce film avec le protocole respect, c'est-à-dire on a, avec son accord, pas invité en fait le réalisateur, donc non mise en lumière, et contextualisation absolument systématique de ce qui s'était passé, c'est-à-dire que dans tous nos catalogues, dans toute notre presse, en amont de la séance, on avait fait un carton et ça, c'est quelque chose qui, on était en fait, ça nous a demandé beaucoup de travail, en fait, du courage aussi de faire ce truc-là. Et à la fin, je pense que pour le film et pour le côté œuvre commune qu'était ce film, c'était important. Et je voulais juste dire, tu peux quand même entendre qu'on soit pas d'accord avec ça. Qu'on peut se dire non, ce film n'a pas à intervenir dans un festival. J'imagine que d'autres personnes sont pas forcément raccord avec ce que tu dis. Bah, en tout cas, avec le protocole tel qu'il avait été fait pour ce film, qui encore une fois avait donné lieu à une totale transparence au moment des faits, et ça c'était la première fois de la part de la productrice Caroline Bonmarchand, qui derrière a créé le protocole respect. Honnêtement, on n'a pas été tellement attaqués, on était prêts, je veux dire, on était, et en plus on était, on est très engagés en fait sur ce sujet aux Arcs et avec Respect, avec le Lab, donc on était très en tension par rapport au fait qu'on voulait que ça se passe bien et que ça se passe bien, notamment par rapport aux victimes avant toute chose, quoi. Mais
Mais je voulais juste rebondir sur une dernière chose. J'ai été invitée à une table ronde dans le cadre du cinéma du réel sur justement les festivals et en quoi justement la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel devenait contributrice d'une transformation des structures. Et c'était super intéressant parce que moi, je garde aussi l'idée que tu as amené, Marine, sur l'idée qu'il y a quelque chose de joyeux, de créatif. En fait, on va vers quelque chose qui va dans le bon sens pour tout le monde, quoi. Il ne faut pas qu'on se trompe de récit. Donc c'est la même chose pour le festival. Après, la route est longue et honnêtement, c'est chaud, quoi. Et c'est pas derrière nous, je suis d'accord aussi. Hein. Qui veut intervenir dans le public? Ah, c'est parti, il y a un micro qui part. Ah bah Nadia, allez, Nadia Materne pour l'UPC. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut envoyer le micro là-bas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nadia Materne pour l'UPC, mais aussi le CCHSCT Cinéma. Alors, depuis un an, alors déjà, je veux commencer par une mise en contexte. Effectivement, pour nous, les travaux de la commission d'enquête ont été très importants, mais on avait déjà commencé à travailler et prendre conscience du sujet, puisqu'on avait déjà un accord qui avait été signé au sein de la convention collective de la production cinématographique, qui était quand même assez ambitieux, même si notre volonté, c'est d'améliorer les choses en discutant avec les partenaires sociaux. Donc un accord qui prévoyait l'obligation de nommer un référent VHSS dès lors qu'il y avait un volontaire formé sur un cycle dédié au référent et pas un cycle court. On avait également prévu le fait de proposer l'accompagnement, enfin, en tout cas de réfléchir par rapport au projet à la pertinence d'avoir un accompagnement vers par une coordination d'intimité. Et d'ailleurs, ce projet, il trouve sa continuité dans la création du CQP qui s'est fait via la CPNEF, qui est en fait l'outil, enfin, ça a été présenté, le CQP, donc cet outil qui a été présenté hier, CQP de coordination, CQP, excusez-moi, certification de qualification professionnelle. Donc, qui est le premier, en fait, la première formation diplômante en France pour ce type de métier. Ça n'existait pas, ça existait à l'étranger. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, quand je dis dans la professionnalisation, c'est pas un gros mot, mais dans la reconnaissance de critères communs par rapport à l'exercice de ce métier. Donc ça, c'est aussi important que ça ait pu voir le jour tout récemment. On a eu la première session, finalement, de coordinatrices des 5, je crois, je ne sais plus combien elles sont. Non, mais elles ne sont pas 7 à avoir été diplômées. Elles sont 5, excusez-moi, vous me faites douter. Donc voilà, ça, c'est un sujet qui a avancé. Dans les sujets qui ont avancé depuis un an, le CCHSCT Cinéma, qui est quand même à l'origine du kit de prévention avec celui de l'audiovisuel, prévention des VHSS que vous connaissez tous, bien évidemment, sur lequel on travaille à une nouvelle version qu'on espère voir sortir d'ici la fin de l'année. Le CCHCT s'est renouvelé, en fait, puisque Didier Carton, que tout le monde connaît, est parti à la retraite. On a recruté 2 personnes. Donc, 2 personnes pour remplir l'émission, et ce n'est pas trop. Mais ça génère aussi un coût. Et donc, ça aussi, je voulais le dire, que cette institution qui a un rôle fondamental, et je pense qu'on en sera d'accord, génère un coût qui est supporté par les employeurs. Et bon, là, on va peut-être atteindre aussi nos limites de ce point de vue-là, mais il y a une volonté de faire et on continue nos travaux sur des sujets comme est-ce qu'on va créer une fonction, alors ça, c'est pas encore abouti, mais c'est dans la prospective, est-ce qu'on va créer une fonction de coordination d'intimité? On en discute, est-ce qu'on va créer, on va réviser la fonction de responsable enfant cinéma qui, je vous le rappelle, est obligatoire sur tous les tournages et qui conditionne les aides du CNC. Voilà, comment on va la repenser cette fonction? Est-ce qu'on va créer une fonction de coach enfant? Enfin, voilà, tout ça, c'est des travaux. C'est pour vous dire que, en fait, même si on a été précurseur, on continue nos travaux de façon paritaire et surtout, voilà, on a bien compris que le sujet s'arrête pas à ce qu'on a fait, mais on a toute une route devant nous, voilà, et il faut un accompagnement et une discussion pour que se fasse dans des justes proportions. Voilà. Merci beaucoup pour ta prise de parole, Nadia. Alors, une parole ici, après je viens vers Sandrine pour qu'on détaille cette proposition de loi. Je vous laisse vous présenter, bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Louise Rocabert, je suis co-déléguée générale du SPIAC CGT, donc syndicat qui représente techniciens et techniciennes du cinéma, de l'audiovisuel et du film d'animation. Je remercie les personnes qui ont pris la parole. Merci Sarah pour ta prise de parole forte et importante et merci voilà, à tout le monde. On est très intéressés pour entendre parler du projet de loi. En effet, on pense que c'est important de continuer d'avoir une perspective collective sur ce document pour vraiment réussir à aboutir à des propositions qui soient le plus efficaces possible dans la réalité. Le cinéma a un peu une obligation d'exemplarité aujourd'hui en France. C'est un des secteurs où il y a la meilleure protection aujourd'hui. Et cette meilleure protection, on voit que, bien que ça soit probablement ce qui existe de mieux dans le monde du travail, c'est encore totalement insuffisant. Donc vraiment, il faut qu'on continue à pousser parce qu'on donne aussi l'exemple pour tous les autres. Et on est un point d'appui très important
important. Nous, on le voit, on est aussi à la CGT Spectacle, il y a des camarades du spectacle vivant, voilà, pour qui c'est un point d'appui tout ce qui peut se passer dans nos secteurs, que ce soit du point de vue des avenants de lutte contre les VHSS, mais également du CCHSCT, voilà, ce fameux comité qui a un nom difficile à dire, mais qui est extrêmement important. Et on invite tout le monde à se renseigner le plus possible là-dessus. Moi, je voulais simplement réagir, du coup, puisque Nadia, qui représente voilà, le syndicat des producteurs, a un peu parlé de ce qui se passait en négociation. Donc, en effet, pour faire avancer les choses, on a différents outils à notre disposition. Bon, le principal, je le dis là, parce que pour moi, c'est le plus important, mais je ne m'étalerai pas trop dessus, c'est l'organisation des travailleurs et des travailleuses elles-mêmes, de façon collective, de toutes les manières possibles, parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. Si demain, on a le RN qui passe au pouvoir et qui balaye tout, il y a quelque chose qui ne pourra pas balayer, c'est notre organisation collective. Et in fine, tout ce qu'on obtient, ce qui passe dans la loi, ce qui change dans nos lieux de travail, c'est parce que il y a des mouvements collectifs qui se sont organisés. Et nous, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans le cinéma, c'est un mouvement féministe qui venait de l'extérieur du secteur, qui a percuté le secteur, qui a donné de la force à toutes les personnes qui étaient aussi dans le cinéma et l'audiovisuel et qui nous a permis de faire avancer. Et on le voit là, il y a comme un recul du mouvement féministe, il y a une forme de backlash. Et ce qui se passe à l'extérieur nous touche, nous aussi. Donc voilà, raison de plus de tenir voilà, la tranchée, puisque tout le monde en a besoin, même en dehors de nos secteurs. Quelques mots rapidement sur la question des négociations. Donc on renégocie, là on va renégocier les avenants VHSS, on les relie pour tenter de les améliorer. Nous, il y a un certain nombre de choses qu'on demande du point de vue salarié, c'est notamment la multiplicité des référents VHSS sur les tournages. Parce qu'il y a le tournage lui-même, mais il y a aussi toutes les phases de préparation, il y a ce qui se passe dans les boîtes de production, mais il y a aussi toute la phase de post-production, où il y a également des violences sexistes. Le tournage, on va dire, c'est la version visible, mais voilà, il se passe malheureusement, on le sait, des agressions un peu partout. Donc ça nous semble important que cette obligation, elle s'étende aux différentes phases du tournage. Sur la question des coordinatrices d'intimité, en fait, aujourd'hui, ce qui est inscrit dans les avenants, c'est que le producteur a l'obligation d'en faire la proposition aux acteurs et aux actrices. Et ensuite, si l'un ou l'une d'entre elles le souhaite, alors il faut rendre obligatoire cette coordination. Nous, on dit en fait qu'elle devrait être obligatoire tout court, parce que quand on est une jeune actrice ou un jeune acteur qui débarquons sur un projet, qu'on sent que c'est pas trop l'ambiance dans la production avec son collègue d'avoir une coordination d'intimité, bien sûr qu'il y a de bonnes chances qu'on n'ose pas le demander. Donc on pense que c'est comme les cascades, les coordinateurs de cascades. Et après, ma foi, si les acteurs et les actrices ont besoin d'une présence qui n'est pas très importante de la coordinatrice d'intimité, tout ça se fera en bonne intelligence, parce que c'est le métier de coordinatrice d'intimité et elles savent apporter ce qu'il faut apporter au moment où il faut l'apporter. On est actuellement aussi en train de négocier pour créer la fonction de responsable enfant, donc la personne qui accompagne de façon psychologique avant le tournage, pendant le tournage, après le tournage, l'enfant pour un suivi émotionnel, suivi d'école, etc. Et une réécriture du poste de coach enfant qui s'appelait répétiteur pour qu'il soit plus adapté. Bon, là, je me permets, Nadia, de le dire, on a des désaccords avec la partie patronale et voilà, on espère que ça avancera. C'est un métier qu'on souhaiterait faire passer cadre. Enfin, c'est quand même des gens qui ont des enfants en responsabilité. On l'a répété pendant un certain nombre de temps. L'importance de ces postes-là, l'importance de la protection des mineurs, totalement dérogatoire dans le monde du travail de faire travailler des enfants. Donc, on ne peut pas rogner sur ces trucs-là, sur ces protections-là. Et ces protections, elles passent aussi par en fait le type de poste, de salaire qu'on donne à ces métiers-là, parce qu'il faut que ce soit des métiers qui soient reconnus pour que les gens puissent faire leurs heures, puissent être correctement rémunérés, puissent travailler dans de bonnes conditions. Il faut que tous les moments de travail, je finis dans 30 secondes, tous les moments de travail soient reconnus. Sur les coordinatrices d'intimité, on le négocie aussi. On a également un désaccord sur le salaire minimum. Ce sont des métiers, elles interviennent très peu, ce n'est que quelques jours de travail. Donc voilà, il faut aussi un salaire qui soit adapté à leurs compétences, leur technicité et au fait qu'elles interviennent peu. Il y a la question aussi, donc on est dans un festival de cinéma, mais nos conventions, c'est cinéma audiovisuel, on négocie deux types de négociations différentes, mais on les négocie souvent ensemble. La question de la télé-réalité, donc on ne va pas en parler là, mais franchement, qu'il n'y ait pas de coordinatrice d'intimité dans des émissions de télé-réalité qui parfois reposent entièrement sur le suspense autour de ce type de relation d'intimité, ça nous semble très important. Voilà. Et enfin, je finirai sur peut-être
Voilà, la chose qui me semble aujourd'hui, une des choses les plus essentielles, c'est la question des moyens accordés au CCHSCT. Voilà, peut-être d'autres personnes interviendront là-dessus. C'est un comité d'hygiène et de sécurité unique, hein, ça existe dans le cinéma, l'audiovisuel et le bâtiment. Ça existait avant dans les entreprises de façon un peu plus forte, mais les ordonnances Macron en 2016 ont dézingué ça et ont fait rapporter là, ces comités d'hygiène et de sécurité comme une mission donnée aux élus CSE qui ont déjà pas la possibilité d'assurer le reste de leur mission. Bref, mais en tout cas, aujourd'hui, ce CCHSCT est financé par une cotisation sur la masse patronale sur la masse salariale dans les entreprises. Elle permet aujourd'hui de financer 2 délégués de branche dans l'audiovisuel et dans le cinéma. C'est mieux puisque avant on était à 1 délégué, mais vous imaginez bien que 2 personnes sur la totalité du cinéma et d'ailleurs de la publicité, parce que la convention couvre les 2, c'est totalement insuffisant. Donc on appelle une nouvelle fois les producteurs, les représentants de producteurs à augmenter ces moyens au CCHSCT pour qu'on puisse avoir une possibilité plus grande de faire de la prévention. On sait que nous, ce qu'on veut pas, on veut qu'il y ait une reconnaissance de la justice quand il y a des agressions, mais on veut surtout qu'elles n'arrivent pas, ces agressions. Et pour ça, il faut un maximum de prévention et d'intervention en amont. Donc voilà, augmentation des moyens des CCHSCT. On invite tout le monde à se réapproprier cette revendication et on est dispo pour en parler. Et il y a un petit magazine là, qui est un magazine qu'on a édité, qui revient un peu sur toutes les politiques sur les VHSS qui ont été faites ces derniers temps. On parle pas mal des CCHSCT. N'hésitez pas, on peut vous en distribuer. Merci Voilà, Louise. Merci beaucoup. Merci beaucoup Louise. Alors, bien sûr qu'on peut l'applaudir. Sandrine. Dans la proposition de loi, il y a 19 articles et il y en a un bon tiers qui concerne justement les mineurs. Essayer de protéger les mineurs. Est-ce que tu veux passer tous les articles en revue? Comment tu veux Non, t'y non, prendre? Ça va être compliqué, je vais peut-être. juste vous parler de la loi à partir des 3 grands pôles pour moi, enfin des 3 grandes parties de la loi. Je voudrais juste remercier Sarah pour ton témoignage, te dire que ça bouge beaucoup à l'Assemblée. On n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, après la commission d'enquête sur les VSS dans le monde de la culture, il y a eu Betaram, il y a eu l'ASE, il y a eu il y a en ce moment une commission d'enquête sur l'inceste. Et en fait, on n'a jamais autant parlé des violences sexistes et sexuelles. Et donc, je ne sais pas exactement te dire quand, mais de toute façon, ça va bouger, c'est obligatoire. Parce qu'il y a un théorème dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand le dentifrice est sorti du tube, on ne le fait pas re-rentrer. Et que, en fait, là, il est largement sorti du tube sur les violences sexistes et sexuelles. Et quand bien même, il y a des prises de parole dans le cinéma qui vont à l'inverse de cette avancée, en fait, on voit qu'en même temps, eh bien, la même semaine, il y a Bruel, il y a... en fait, on n'arrête jamais, il y a Besson. Et d'ailleurs, il faut arrêter aussi avec cette présomption d'innocence et le non-lieu, etc. Non pas toutes les féministes respectent la présomption d'innocence, il n'y a pas de sujet, mais il y a aussi un respect de la parole et aussi une vision politique à avoir du fonctionnement de la justice, et c'est quand même le minima, quoi. Donc sur la loi, en fait, pour moi, elle a 3 éléments importants, cette loi. Le premier, c'est la protection des mineurs, puisque aujourd'hui, les mineurs apparaissaient insuffisamment protégés par la loi dans le monde de la culture. Donc il y a le fait que l'âge de 16 ans est reporté à 18 ans pour toutes les mesures dérogatoires, puisqu'il n'y a pas de raison. Les personnes étant mineures, eh bien, elles sont jusqu'à 18 ans. Il y a un référent, un coach enfant obligatoire. Il y a aussi des éléments de protection de leur santé mentale, comme une visite chez un psychologue obligatoire après les tournages, parce que quand on joue un adolescent qui a subi des violences ou qui en crée, eh bien, il est très important de faire le point avec l'acteur pour savoir ce qu'il ou elle a retiré de ces scènes et faire la part entre le jeu et la vie. Et donc, tout ça relève de la protection. Avant 7 ans, il y a 0 sexualisation et dans la loi, on met aussi qu'il n'y a pas de possibilité de faire jouer, de sexualiser un mineur pour des rôles adultes, et que donc si on a une scénographie de sexualisation adulte, il faut que ce soit des adultes qui le jouent et non pas des enfants. Ça joue plus sur la mode, où on utilise beaucoup des mineurs pour faire jouer, pour représenter des corps d'adultes, et en fait ça va être interdit par la loi. Donc ça, c'est le premier pôle sur l'enfance. Ensuite, il y a un pôle il y a un point très important sur...
On remet du cadre là où il n'y en avait pas, on comble les trous dans la raquette, on dit comme on veut, mais en fait le monde de la culture se caractérise par tout un tas de moments, de lieux, d'espaces qui ne sont pas régis par le droit du travail. Donc c'est les castings, c'est les tournées, c'est les soirées, c'est tout ça. Et puis c'est aussi toutes les relations avec avec des gens qui n'ont pas le statut de salarié, c'est-à-dire ce sont des personnes qui interviennent de manière contractuelle sur les tournages. Et cette loi renforce considérablement la responsabilité du producteur sur l'ensemble des travailleurs en fait, sur le lieu de tournage, en amont ou en aval. Et il l'oblige à faire des enquêtes VSS systématiquement. Oui, j'ai oublié de dire aussi que sur les mineurs, il y a évidemment un contrôle d'honorabilité obligatoire. Donc sur le deuxième point, il y a des enquêtes... D'honorabilité, pas des mineurs, hein, des gens qui s'occupent des mineurs, Bien sûr, et bien avec sûr. casier du judiciaire français et étranger. Absolument. Et même les Absolument. questions administratives, les sanctions administratives qui ont pu être données, donc c'est très élargi. Donc enquête VHSS obligatoire quand il y a un signalement et signalement au procureur obligatoire aussi. Et ça, pour moi, c'est un élément très important de la loi parce qu'aujourd'hui, si les agresseurs ne sont pas sortis du monde du cinéma, du théâtre, etc., c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'obligation très forte en réalité de l'employeur de gérer ces situations. Là, on met une responsabilité pénale en cas de non-signalement des faits et on rajoute l'obligation d'enquête avec un protocole, avec des personnes qui sont formées spécifiquement. On oblige aussi, on met comme base la coordination d'intimité, c'est-à-dire qu'il faudrait que toutes les personnes refusent la coordination d'intimité pour qu'elle n'ait pas lieu, ce qui permet quand même de faire en sorte que cette coordination d'intimité soit beaucoup plus présente. Et on étend la responsabilité, je vous le disais, en dehors de la relation salariale directe à tous les acteurs qui entourent. Et je vois des scénaristes et je pense que les scénaristes sont par exemple seront beaucoup mieux protégés une fois que la loi passera. Et puis après, il y a le troisième pôle, et je ne veux pas être très longue parce que j'imagine que vous aurez des questions, qui sont des pôles de portée générale, alors qui sont dans cette loi, mais qui visent au-delà du monde de la culture. Je pense par exemple à avoir l'aide juridictionnelle systématique pour les personnes qui déposent plainte sur des violences sexistes et sexuelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La saisine systématique du matériel informatique, téléphone, etc., ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme ça, on a mis un certain nombre de mesures qui permettent de dépasser le monde de la culture pour aller vers s'attaquer au caractère systémique de la culture du viol. On met aussi dans la loi le fait qu'on doit enquêter sur l'agresseur et non pas sur la sexualité de la victime, ce qui quand même est la base, mais aujourd'hui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on interroge beaucoup la sexualité de la victime, alors qu'objectivement, on peut avoir une sexualité tout à fait débridée ou pas du tout de sexualité et être violé de la même manière. C'est vraiment pas le sujet, en fait. Et aujourd'hui, les comportements sériels, c'est-à-dire les modes opératoires des agresseurs, ne sont quasiment pas interrogés par la justice. Et donc ça, on le propose aussi dans la loi. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a essayé par ces trois pôles, de s'adresser vraiment aux manquements dans le monde de la culture les manquements que l'on a observés suite à cette commission d'enquête liée à la spécificité de la précarité dans le monde de la culture. Mais on a essayé aussi de faire de cette loi quelque chose qui aide toutes les personnes en dehors de la loi. Et j'espère vraiment qu'il y aura une mobilisation du monde de la culture, de la société dans son ensemble, parce que certes, c'est les politiques, mais vous savez que dans l'Assemblée nationale, on écoute les échos du monde avec un casque anti-bruit d'une certaine manière. Donc pour que ça arrive jusqu'à l'Assemblée, il faut vraiment crier très très fort, et je compte sur vous pour crier très très fort. Alors,
Moi, elle ne peut pas tout dire, Sandrine. Moi, il y a un article de loi qui est parmi les généralistes qui me touche, même presque personnellement, c'est la prescription glissante. Vous savez, elle existe déjà sur les mineurs. Quand il y a une sérialité sur des mineurs, les personnes qui ne sont pas encore prescrites vont pouvoir, entre guillemets, déprescrire celles qui le sont. Ce qui veut dire que dans l'affaire Bruel, par exemple, ou l'affaire PPDA, si vous voulez, ces affaires sérielles, eh bien, les non prescrits, prescrites déprescrivent les autres. Si vraiment ça passe, c'est aussi énorme. On ne peut pas parler de tout. Il y a les agents aussi, hein, si on reste dans le cinéma, il y a tout un pôle sur les agents, c'est quand même bien d'en parler, quand même, de responsabilité les agents. Oui. Parce que les agents sont aujourd'hui des acteurs au sens large très importants dans le caractère systémique des violences dans le monde de la culture, puisqu'en fait, c'est souvent la première personne qu'appelle une actrice ou un acteur au moment des faits. Et souvent, ils peinent. Déjà, ils n'ont pas de responsabilité particulière vis-à-vis de cette parole. Et ensuite, ils peinent à prendre la mesure et de la gravité et de faire en sorte que les choses évoluent. Donc, il y a toute une responsabilisation aussi des agents pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas juste raccrocher le téléphone et dire je gère l'affaire d'après, enfin, je gère le contrat d'après, et qu'ils soient en obligation de gérer la relation avec la production. Une des choses aussi que j'ai pas dites, mais il y a beaucoup d'articles, c'est que par exemple sur les scènes d'intimité, donc coordination d'intimité par défaut, sauf si tout le monde est d'accord pour pas l'avoir. Mais surtout, il y a aussi un droit de regard sur le cut final, c'est-à-dire sur le montage final dans les scènes d'intimité par les acteurs et actrices qui sont sur le tournage, ce qui a généré beaucoup d'opposition lors de la sortie du rapport de commission d'enquête, mais qui nous semble très important. Et je pense notamment à Anna Mouglalis, qui nous avait raconté en commission d'enquête cette situation surréaliste où elle n'était pas d'accord pour qu'on montre son sexe, que son sexe a été retenu au montage et qu'à la fin, ce plan a été retenu dans la bande-annonce, ce qui est quand même tout à fait indigne. Et donc, ça ne sera pas possible. Tout ça pour vous dire qu'en fait, pour moi, cette loi, elle s'adresse... En fait, elle sort la responsabilité de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de la seule parole de la victime. C'est-à-dire, est-ce que la victime doit parler, à qui elle doit parler, comment elle doit parler, est-ce qu'elle doit parler bien, est-ce que c'est une bonne victime, etc. Pour s'attaquer à tout le système qui permet l'existence des violences sexistes et sexuelles, qui permet leur invisibilisation ou leur décrédibilisation. Et que pour moi, c'est la première loi qui s'attaque véritablement, je pense, à ce qu'on appelle la culture du viol ou le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, si vous recevez un témoignage, si vous n'agissez pas après le vote de cette loi, alors vous serez aussi pénalement responsable que l'agresseur, évidemment pas avec les mêmes peines, etc. Mais vous aurez une responsabilité devant la justice et une responsabilité pénale. Et ça, pour moi, c'est l'élément le plus important de la loi. Merci beaucoup. Alors, Sarah, j'imagine bien que tu as envie de répondre. Et après, Marine. En fait, je vous remercie vraiment toutes. Je remercie vraiment tout le monde là parce que je trouve que c'est hyper intéressant et ça enrichit énormément. Je trouve que la prise de parole pour dire effectivement, c'est très important, je pense, de mettre en avant le fait que effectivement, en fait, le MeToo, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de dire que des actrices c'est des employés, mais on est des employés en fait. Et le MeToo va permettre d'aider toutes les autres employés dans d'autres secteurs de la culture, dans le rapport vis-à-vis de qu'est-ce qui se passe quand on est agressé sur son lieu de travail d'une manière générale. Et effectivement, ça pourrait aider une serveuse qui se retrouve avec quelqu'un qui l'agresse sur son lieu de travail. Qu'est-ce qui fait l'employeur ? Comment est-ce qu'il la protège exactement? Qu'est-ce qu'il fait avec l'homme qui l'a agressée? Est-ce qu'il va faire en sorte qu'elle va devoir le côtoyer au jour le jour? Et qu'est-ce qui est fait exactement? Et qu'est-ce qui est appliqué dans le code du travail? Et ça revient à ce que tu dis que je trouve hyper intéressant. C'est qu'aujourd'hui, dans l'espace en général, on nous a un peu fait croire qu'il y avait une seule option pour les victimes, c'était d'aller porter plainte et que tout devait se régler dans la sphère du judiciaire. Or, et c'est pour ça qu'elle est très importante, cette loi. Elle concerne comment est appliqué le code du travail. Parce qu'en réalité, beaucoup de victimes, ce qu'elles veulent, c'est juste être protégées sur le moment même, tout de suite maintenant. Pas qu'on te dise juste de porter plainte et dans 4 ans, on verra où est-ce que tu en es en fait. Tu as le temps d'être blacklisté, tu as le temps d'avoir les représailles parce que tu as parlé,
parce que c'est des petits milieux, etc. La plupart des victimes, ce qu'elles veulent, c'est que tout de suite maintenant je sois protégée et écarter mon agresseur. Et il y a beaucoup de cas où c'est totalement possible parce qu'il y a des gens qui ont vu, qui ont témoigné. Et je voudrais juste dire très simplement mon analyse, moi, sur ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que moi, vis-à-vis du cinéma, et ça va répondre aussi à ta question qui est l'intitulé de cette table ronde, est-ce que le cinéma fait semblant de faire MeToo ? Moi, mon analyse, elle est très simple. C'est que le cinéma a énormément avancé, je te remercie Marine, pour tout ce qui est formation, tout ce qui est avant, tout ce qui est prévention. Mais par contre, pour l'après, ça n'avance pas du tout, et soyons très clairs. C'est-à-dire que les coordinateurs d'intimité, etc., ça c'est hyper important, mais il faut savoir que les gens ne se font pas agresser que dans des scènes de sexe. Tu te fais agresser dans les loges, tu te fais agresser dans plein d'autres endroits. Et la réalité, c'est que l'après n'est pas du tout réglé dans le cinéma. Nous avons en réalité je le redis, si les agresseurs avaient été virés des tournages, parce que simplement les producteurs, les employeurs faisaient systématiquement leur part du job en appliquant le droit du travail, on ne serait pas là en train de parler. Ce qui veut dire que si les agresseurs étaient virés des tournages, ils auraient peur d'agresser. Ils auraient vu un tel qui s'est fait virer parce qu'il a agressé quelqu'un. C'est ça, la peur qui change de camp. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et donc, il y a une chose qui est très intéressante par rapport à ça aussi, c'est de comprendre que c'est des rapports de force. Donc, il y a tout ce qui est législatif, mais c'est hyper intéressant aussi la piste du conditionnement financier. Aujourd'hui, le conditionnement financier, une boîte de prod, si elle n'applique pas, si elle n'a pas des référents harcèlement, si elle ne fait pas les formations VSS, elle n'a pas l'argent qu'il faut, elle n'a pas toutes les aides financières. Mais pour l'après, on n'a pas ce levier-là qui est mis en place, et ce rapport de force, il faut qu'on le mette en place. C'est que si une boîte de prod ne fait pas bien l'enquête interne, si elle n'a pas pris les bonnes mesures, si elle n'a pas écarté l'agresseur, là aussi, il faudrait pouvoir jouer sur l'aide financière qui peut être retirée, etc. Et enfin, juste pour terminer sur le truc, ça revient à ce qu'on dit sur les films abîmés. Parce que si, en fait, les employeurs font ce qu'il faut, ce qui va se passer, c'est que quand on parle de films abîmés, mais qu'est-ce qui abîme un film ? Ce qui abîme, c'est l'impunité qui abîme. Mais si l'employeur met tout ce qu'il faut en place, c'est pas le film qui est abîmé. Au contraire, on peut dire, voyez, en réalité, on a fait ce qu'il fallait, on a protégé la victime et on a écarté l'agresseur. Et ça, moi, je rejoins tout à fait ça. Parce que c'est des cercles vertueux. C'est-à-dire que, et je terminerai par cette phrase qui est hyper importante, si le droit du travail était réellement appliqué, on se retrouverait avec tout qui reviendrait en ordre. On se retrouverait avec des films qui sont plus abîmés. On se retrouverait aussi d'une autre manière, avec quelque chose qui régule de manière vertueuse. Je prends une seconde pour parler des assurances. Un agresseur, cas pratique. Un agresseur, sur un tournage, agresse quelqu'un. L'employeur fait bien son job, il le vire. Qu'est-ce qu'elles vont se dire, les assurances ? Ah mince, va falloir que je paye tous les jours de tournage où il n'est plus là. Ça fait un sinistre. Donc, cet agresseur représente un risque financier. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Eh bien, il va moins travailler. Parce que les assurances vont se dire, ce garçon a déjà agressé, il y a eu des témoignages concordants, etc. On ne va pas le réemployer. Et pourquoi je dis que c'est vertueux ? Parce que ce n'est pas de la rumeur, ce n'est pas du boycott, ce n'est pas cancel. C'est simplement que les organismes... Les assurances, elles sont là pour gérer le risque. Donc, c'est simplement que les organismes prennent leurs responsabilités. Et ça revient, pour conclure, à ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, tout repose sur les épaules de seulement les victimes, alors qu'en réalité, il faut que les organismes, que ce soit les assurances, les employeurs, etc., prennent leurs responsabilités sur ces situations de VSS et tout deviendra vertueux. Alors, juste pour compléter, dans la proposition de loi, il y a aussi le fait que les assurances interruption de tournage en cas de VSS deviennent obligatoires, de sorte que les contrats soient moins chers, parce qu'aujourd'hui, prendre cette option dans le contrat coûte cher, et donc que ça soit systématique dans les contrats d'assurance pour qu'il n'y ait pas non plus de difficulté à souscrire une assurance interruption de tournage. Donc en fait, ça, et il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est les castings, puisque c'est aussi une des
les zones dans lesquelles il peut y avoir des violences sexistes et sexuelles. Et donc, on fait... Parce qu'un casting, finalement, c'est une forme d'entretien d'embauche. Or, l'entretien d'embauche dans le monde du travail est assez bien cadré, c'est-à-dire qu'il y a plein de règles qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de violence, etc. Et donc, les castings sauvages tels qu'ils existent aujourd'hui seront encadrés par la loi avec présence systématique d'une personne extérieure et faire en sorte que ça se déroule dans des horaires normaux et dans des lieux professionnels. Voilà. Merci beaucoup. Marine, tu voulais... Donc, pas de casting à Cannes dans les chambres de... Marine, comment tu réagis à cette proposition de loi? Je voudrais entendre évidemment Pamela et Manuel, et puis bien sûr vous dans la salle. Alors la proposition de loi, elle est assez enthousiasmante, mais il y a déjà en fait beaucoup de choses qui sont déjà en place, qui vont être renforcées, et des choses qui ne sont pas encore en place et qu'on attend et qui sont dans la loi, et notamment sur ce qui concerne les mineurs, c'est quand même vraiment très intéressant. Ce détail qui est que qui n'est pas un détail, mais qu'en fait un mineur c'est en dessous de 18 ans, pour pas qu'il y ait cette petite latence entre 16 et 18 ans. Autant dire que ces personnes entre 16 et 18 ans se rapprochent des adultes en aspect. Et donc, du coup, il faut faire très attention. Merci, Sarah, de rappeler. En fait, on revient au droit du travail. Et moi, en formation, je me rends compte, et avant d'être formatrice, le droit du travail, je n'avais jamais mis le nez dedans. En formation, je constate qu'il y a une méconnaissance du droit du travail et qu'il y a un mélange avec le droit pénal et le droit du travail. Le droit du travail permet une action-réaction beaucoup plus grande, beaucoup plus immédiate. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses qui pourraient être réglées dans le cinéma. Je pense qu'il faut aussi considérer que lutter contre les VHSS, VHMSS, CCHSCT, tout ça, c'est beaucoup des choses difficiles à prononcer, hein, mais il faut s'entraîner, il faut apprendre en fait. Et donc pendant que il y a un cinéaste qui a dit que le cinéma c'était un train qui avançait dans la nuit, je crois quelque chose comme ça. Alors moi je veux dire c'est un millefeuille qui avance dans la nuit. Je vais vous préciser mon idée, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que pour que ça bouge, il faut que ce soit à différentes strates de notre industrie que les choses bougent. À chacun, chacune, sa peine. C'est-à-dire que oui, il faut des lois, oui, il faut des formations, mais aussi tout le monde n'a pas cette énergie à consacrer au changement de son industrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que citoyen, citoyenne, quand on arrive sur son lieu de travail, normalement, on devrait être en sécurité, quel que soit notre degré de militantisme. Donc, il ne faut pas que ce soit uniquement les militantes et les militants qui se saisissent de ça ou qui soient dans une action. Et donc, moi, je dis, dans la lutte contre les VHSS, je dis, il faut partager la peine. C'est-à-dire qu'il faut aussi entendre et recevoir la peine des victimes, c'est évident. La peine des personnes à côté des victimes qui découvrent, qui apprennent, et la peine parce que c'est une somme de travail. On disait aussi qu'être de gauche, c'est fatigant, c'est difficile, mais en fait, la lutte contre les VHSS, c'est du travail, de la formation. Et donc ça, voilà, je reviens à ça, mais aussi, il faut garder, parce que c'est quelque chose qui peut nous appartenir, la douceur. Voilà, moi, c'est quelque chose que je tiens à exprimer, c'est-à-dire qu'il y a des choses que, oui, ça peut sembler étrange, mais on met en place un système, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, quand on y réfléchit, revenir au droit du travail. Le droit du travail, c'est magnifique qu'il y ait un droit pour cadrer le travail. La communication, donner des ressources, être une personne ressource, savoir écouter, se former, se fédérer, être tous et toutes ensemble dans une même pièce pour parler de ces choses-là. Et donc ça, c'est une force qu'il ne faut pas dénégliger face aussi, et il faut s'en persuader, face à des agresseurs qui peuvent aussi être d'une bêtise crasse. Donc en fait, ça, on l'oublie parce qu'évidemment, il nous écrase. Donc voilà cette idée du millefeuille, l'industrie, on est plusieurs couches comme ça, il ne faut pas qu'on s'asphyxie, il faut qu'on avance ensemble. Mais il est vraiment important aussi de garder cette idée du partage de la peine pour qu'on garde nous aussi notre plus grande humanité parce que les autres n'ont pas cette humanité-là. Voilà. Merci Marine. Pamela. Pardon. Merci. Pamela, comment tu réagis par rapport à cette proposition de loi? Il y a un aspect particulier où tu veux en parler de manière générale? Non, mais après, moi, je pense que Enfin, je suis très heureuse, en fait, parce que je suis très d'accord avec toi et je ne vais pas répéter ce que Marine vient de dire. Et c'est justement là notre force. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des positions différentes. C'est-à-dire on est complètement dans la complémentarité depuis le début. Et je pense que c'est assez exemplaire ce qui se passe. C'est-à-dire d'avoir fait, initié cette commission d'enquête, avoir écouté, rester entendre, parce qu'écouter, c'est aussi entendre, c'est agir, c'est penser. On nous a écoutés aussi en tant qu'association, on a posé des problèmes, et tout ça se retrouve dans cette proposition de loi. Évidemment qu'il n'y a pas tout, mais c'est un début. Et moi, je trouve que, en fait,
depuis 1 an et demi, 2 ans, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui prend la même route et le même chemin avec des gens qui sont capables de s'écouter et de se compléter. Sans minimiser quand même l'énorme backlash quand même qu'on subit. Mais non, au mais niveau je parle pas de féminisme, ça. hein, voilà. Je parle de Non, mais c'est des mouvements qui sont. Non, mais évidemment, parce que de toute façon, on sera d'autant plus fort si on est ensemble, parce que c'est ça qui va nous fédérer. Si on se fédère, on peut aussi contrer. Et on sait très bien, et on le sait en tant que femme, on le sait en tant qu'homme, de collectif, que de toute façon, on est attaqué de toutes parts. On y est tout le temps, nous, tous les jours, dans nos milieux professionnels, à nous dire, c'est bon, c'est bientôt fini votre histoire. Bah non, ce n'est que le début. Et que la loi, et on le sait très bien, que la loi ne peut faire que nous accompagner et être un outil qui nous protège. Et c'est très important. Et pourquoi c'est très important? C'est que dans 1 an, on a une échéance électorale. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et que c'est vrai que nous, notre rôle aujourd'hui, tous, associations, citoyens, c'est aussi de faire en sorte que cette loi, elle soit votée. Elle puisse arriver, elle puisse être débattue. Parce que si on attend trop longtemps et qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on va se retrouver dans une vraie impasse. Et on va... Alors pour le coup, là, le coup, il va être très difficile. Et je pense qu'il faut quand même être très réaliste parce que ce qui se passe actuellement, c'est des années en fait qui nous arrivent sur la tête et que faut pas minimiser politiquement ce qui est en train de se passer à tous les niveaux. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que je suis voilà. Merci beaucoup. Manuel Aldi, le point de vue du DIF sur la PPL. Je ne vais pas juger une loi Non, mais bien sûr. de l'Assemblée, mais je pense que ce qui est important, c'est que la démarche, elle est transpartisane. C'est pas un sujet de gauche ou de droite. Et donc, pour des diffuseurs, remettre des notions de code de la route qu'on connaît très bien normalement dans la vie normale, dans un secteur qui est très, très influencé par son effervescence culturelle, artistique, etc., qui peuvent brouiller les regards sur la normalité. C'est des lois qui vont simplifier notre travail en tant que diffuseur. Là, c'est difficile. L'année dernière, il y a 2 ans, vous avez le film de Judith Godrèche, Mémoire de fille, là, qui est à Cannes. Vous vous souvenez qu'en 2024, elle avait commencé notamment par un film de Jacques Doyon qui traitait du harcèlement sexuel sur des mineurs, parce qu'il s'appelait CE2, c'était l'âge des protagonistes, et qu'il était en cause à cause des conditions du casting des enfants. Donc vraiment là, on était sur le double CAMS, il y avait la totale, coproduction France Télé. Les échanges qu'on a eus avec la production sur, mais vous trouvez normal le casting dont on a vu les témoignages, les descriptions par certains médias. Moi, j'ai pu avoir accès à certaines de ces vidéos. J'ai bien senti que la production était un peu tétanisée, pris dans les phares, comme un lapin, en se disant, mais oui, mais les parents étaient d'accord. Donc, on était sur du ressenti affectif pas normal. Vous racontez ça à n'importe qui du monde normal. Le monde normal étant le monde dans lequel vous êtes et je suis, hein, ça n'existe pas dans d'autres métiers. Bon, donc une proposition de loi comme celle-là, elle permet de remettre de la normalité là où à un moment, peut-être que collectivement, parce que c'est notre culture, on était parti de l'autre côté du bord. Légèrement. Quoi. Hein? Légèrement. Non, mais je dois rester Sandrine, relativement neutre. Donc, Sandrine doit nous quitter dans 2 minutes. Est-ce que tu nous dis un dernier mot avant de partir, Sandrine? Et après, on va prendre les questions du public aussi. Ouais, désolée, mais après, vous pouvez m'écrire sur l'Assemblée, je m'engage solennellement et devant un témoin à répondre. Juste échanger, mais ça va être rapide, sinon je parle même pas comme ce Bah, Rapide. Vas-y. Je parle à un micro? Je n'ai pas le temps. Vas-y, dis la question. Oui, alors en fait, moi j'étais venu à la commission pour accompagner des camarades. Je suis Rémi Grelot du syndicat des scénaristes. On avait apprécié justement à la commission que beaucoup de députés, vous inclus, s'étaient émus du fait de découvrir que les scénaristes sont des artistes-auteurs et que ce statut, il est problématique en lui-même. Vous savez qu'il y a la proposition de loi pour justement la continuité de revenus. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, il y a un site continuitéderevenu.fr qui est très bien fait. Et on était très contents de la commission, mais un peu déçus du manque de préconisation du rapport. Aujourd'hui, vous répondez justement à cette déception avec un nouveau projet de loi, donc on en est très contents. J'ai évidemment pas eu le temps de découvrir les articles, on va s'empresser d'y aller. La question, c'était plus une invitation à ce qu'on continue le dialogue avec des syndicats représentatifs des artistes-autoristes,
parce que notre appréhension dans votre proposition, on verra dans le détail, c'est peut-être les angles morts dans les situations. Après, en parallèle, de toute façon, la lutte pour la continuité de revenus des artistes-auteurs qui permettra d'avoir une situation contractuelle qui nous offrira des protections dont on ne bénéficie pas aujourd'hui, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on voudrait déjà ouvrir la voie là-dessus. J'en profite pour dire, suivez le syndicat des scénaristes sur les réseaux sociaux. Avec l'intersyndicat des artistes-auteurs, on va sortir un document de prévention et de préconisation avec toutes les ressources qui existent déjà pour les cas de VHMSS qui concernent les artistes-auteurs. Et on est en discussion avec Audience pour essayer d'améliorer leur... j'ai oublié le mur vert, comment on dit, mais... D'accord. Alors, intervention ici et Sandrine répond aux deux personnes. Petite question, juste, on est d'accord que quand il y a eu le bilan par rapport à la commission d'enquête, ça a été vraiment nommé le fait qu'il n'y avait rien sur les violences racistes. Est-ce que là, il y a quelque chose? Parce que j'ai l'impression, de ce que vous dites, qu'il n'y a rien par rapport à ça. Alors, donc, première question sur les scénaristes. Et déjà, vous dire quand même que c'est une base. C'est-à-dire qu'en fait, un travail de loi, c'est après on refait des auditions, il y a un travail en commission d'amendement, après on repasse en hémicycle, après ça passe au Sénat, après ça revient. Enfin, il y a vraiment, en fait, c'est la base à partir de laquelle on discute. Alors, sur les violences racistes, il n'y a pas d'éléments spécifiques sur les violences racistes, si ce n'est les discriminations d'une manière générale, enfin voilà, le caractère discriminatoire, parce que ça a été recentré sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc, voilà. Après, je pense qu'il faudrait une commission d'enquête spécifique sur les violences racistes en réalité, et que ça a été un des débats, voire une des tensions que j'ai eues avec le rapporteur là-dessus. Voilà, bon après, on ne peut pas tout embrasser dans une loi, et je pense que en l'occurrence là, ça mériterait d'avoir un travail dédié à cela. Mais après, vous pouvez aussi remonter ça sans problème. Mais oui, mais en fait, là, la question, c'est que si on fait... En fait, il faut rajouter au moins 5-6 articles. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on le fait dans une loi sur les violences sexistes et sexuelles, ou est-ce qu'on fait une loi sur les discriminations d'une manière générale? Là, le rapporteur a choisi d'angler sur les violences sexistes et sexuelles, mais on peut aussi rajouter des propositions sur le racisme. Aujourd'hui, il n'y en a pas en tant que tel sur le racisme. Mais moi, j'ai retenu une des choses qui revient d'ailleurs de manière systématique, c'est la question de l'évaluation de ces discriminations. On en a discuté avec Aurore Berger il n'y a pas longtemps pour faire en sorte qu'il y ait ce que la médiatrice, enfin le médiateur de la République, là, comment ça s'appelle, le défenseur des droits demande de manière systématique, c'est-à-dire un observatoire des discriminations, et faire en sorte qu'il y ait une application en termes de loi sur des discriminations objectives. Mais en tous les cas, on peut encore améliorer la loi là-dessus. Objectivement, aujourd'hui, c'est sur violence sexiste et sexuelle. Et je ne suis pas certaine qu'en vrai, ça serve le truc de mélanger les deux, mais peut-être que je me trompe. Voilà, peut-être que je me trompe là-dessus. En tous les cas, ce que je voulais juste vous dire, c'est que ça avance. On a l'impression, parce que quand on est la tête dans le guidon, que ça n'avance pas suffisamment vite, qu'on piétine, qu'il y a des reculs, etc. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec la notion de backlash. Je ne pense pas qu'il y ait un backlash. Je pense qu'il y a une volonté de l'extrême droite et de la droite vraiment très conservatrice de nous empêcher d'avancer, mais précisément parce qu'ils savent que nous sommes en train d'avancer. Et donc là, on est dans une espèce de lutte sur un territoire, mais ça n'est pas un backlash, c'est juste qu'ils ont très peur en fait de notre révolution culturelle, parce que d'une certaine manière, c'est une bataille culturelle que nous sommes en train de mener. Et vraiment, mon séjour à Cannes, même s'il a été rapide, me montre que les choses avancent, et sans doute même plus vite qu'on ne le pense. Voilà, donc on ne lâche rien et on continue par la loi et par le reste. Merci. Alors, Sandrine Rousseau, comme vous le savez, elle nuit à la cause. Je vous conseille cette petite maison d'édition de la Meute, montée par Lorraine Delaveau, avec des petites phrases. C'est Julia Foyce qui avait lancé la maison d'édition avec Not All Men, mais beaucoup quand même. Voilà, je vous conseille, c'est très intéressant. Merci beaucoup Sandrine, bon retour. Alors, dans le public, on a encore quelques minutes. Qui voudra intervenir, prendre la parole? C'est parti, micro pour le monsieur. Oui, alors, j'avais des questions plutôt pour... Ah, bon, je fais rapide parce que c'était des questions plutôt à l'adresse de Sandrine Rousseau. Mais au moins, elles seront posées et on les relaiera d'une certaine manière. Je suis Joachim Salinger, je suis
Je m'appelle Joachim Salinger, je suis membre de la délégation générale du SFA-CGT, syndicat français des artistes-interprètes, donc qui représente au sein de la CGT Spectacle, notamment comédiens, comédiennes, danseurs, danseuses, artistes lyriques, etc. Nous, on aimerait pouvoir consulter le projet de loi. On ne l'a pas trouvé en ligne. Voilà, ce serait super. Voilà. Pour pouvoir vraiment étudier ces 19 articles, comprendre un certain nombre de choses et comprendre dans quelle mesure il peut, avant... Et sur le site de l'Assemblée. D'accord. On l'a cherché ces derniers jours et on ne l'a pas trouvé tout de suite, mais on va finir par le trouver. Voilà. Et une partie des questions ont été répondues sur la capacité que le texte bouge avant son inscription. Alors évidemment, il peut toujours bouger par amendement. Parfois, c'est mieux quand il n'y a pas trop d'amendements, parce que les amendements, c'est aussi une technique qui permet de ralentir le débat et de faire obstruction pour empêcher. Voilà. J'avais une question aussi sur qu'est-ce qui se passe du côté du spectacle vivant, parce que la commission d'enquête parlementaire, elle était sur les violences dans le monde du spectacle et de la culture en général, et pas uniquement du cinéma et de l'audiovisuel, et notamment, puisqu'on parle d'un sujet très particulier qui est celui des mineurs, dans le spectacle vivant, il y a des ensembles de mineurs, où il y a beaucoup de mineurs qui travaillent et qu'on fait travailler beaucoup. Ça s'appelle notamment, on appelle ça notamment les maîtrises, c'est les ensembles vocaux. Et il y a eu des scandales ces dernières années qui ont été révélés. Il y en a d'autres qui ne se sont toujours pas, très probablement. On a besoin d'avancer là-dessus. Et enfin, j'avais des questions, ou plutôt des interrogations sur cette question de l'obligation de signalement, de ce que je comprends qui serait une obligation de signalement pénale. Et là-dessus, moi, il va falloir creuser les choses pour qu'on comprenne comment la parole de la victime et sa volonté ou non qu'une affaire sorte après Alors, que là, je la peux chose répondre soit là-dessus. respectée. En fait, Et ça, c'est un mécanisme sur lequel je pense on va avoir besoin de alors, discussion. très Voilà. rapidement, nous, on a sorti l'affaire de la maîtrise des Hauts-de-Seine à MeToo Média. Il ne se passe rien. Voilà, réponse à la première question. Sur le spectacle vivant chez les mineurs, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, elle ne l'a pas dit, Sandrine, mais dans un des articles, il y a... Vous savez ce que c'est que l'article 40 pour les fonctionnaires? Voilà, et ben l'article 40, donc un fonctionnaire peut utiliser cet article 40 pour dénoncer une violence. Aujourd'hui, cet article 40, dans la proposition de loi, ils vont la proposer à l'ensemble des employeurs. Mais après, si la victime ne veut pas, la réalité des faits, c'est qu'à partir du moment où vous êtes tous et tous au courant d'une VHMSS, vous êtes obligé de la dénoncer, en fait. Et le côté la victime veut pas, bah ouais, mais le problème c'est que c'est un endroit où le consentement de la victime malheureusement ne joue pas parce que ça dépasse largement la victime. Et je sais que c'est dur à entendre. Non mais c'est pas une histoire de pas d'accord ou pas. Hein. C'est ce qui se dit. Non mais je t'entends Sarah. Je dis pas que je suis d'accord non plus, mais dans la loi. En tout cas, et nous, tel que ça nous a été expliqué, et c'est notamment ce qu'on dit quand on fait les formations en entreprise, on fait ça avec des avocats en droit du travail, et qui disent, ah oui, mais la victime, elle est venue se confier à moi, je suis manager, et elle me dit, par contre, tu dis rien. En fait, le manager, il n'a pas le droit de se taire. C'est dans l'obligation, c'est dans la loi, dans le droit du travail. Tu peux répondre au droit du travail, il n'y a pas de souci. Mais tu es obligé de parler, en fait. C'est-à-dire que la chef, elle a dit 5 minutes. moi, je trouve que c'est très, très pertinent, cette remarque-là. Il faut prendre en compte une chose, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, il ne faut pas que tout repose sur la victime et qu'on puisse lui dire, bah, écoute, tu m'as signalé quelque chose, je vais devoir le signaler au procureur de la République. Tu veux pas? Mais pourquoi? Tu as été agressé, tu vas pas porter plainte? Justement, c'est l'instance qui prend. Oui, mais il y a des victimes que ça va effrayer et il faut respecter la volonté de la victime et il ne faut pas que ça dévoie le problème principal. Si l'employeur protège immédiatement la victime, qu'il applique le droit du travail et que l'agresseur est écarté, c'est ce que demandent les victimes. Protégez-nous. Non mais si, parce que derrière, une victime n'a pas forcément la volonté de se taper 4 ans de procédure. Il nous reste alors Marine Boulfet et Monsieur Lavac a quand même envie de poser sa question. Juste une phrase concernant comment on recueille la parole des victimes et ce que ça donne. Mais venez en formation référente VHSS. Parce que quand on commence ces formations, la plupart des gens me soumettent des cas comme ça. Mais s'il se passe ça, comment on fait? Et si on fait ci? Et si on fait ça? En fait, si on apprend les protocoles, si on apprend les procédures,
on recueille la parole différemment. Et si vous voulez prendre soin des victimes, venez tous et toutes en formation, c'est gratuit. Et comme ça, ensuite, on sera précis, on aura le même logiciel. Et concernant le recueil de paroles d'une victime et ce qu'on fait de ces paroles, ça s'apprend. Donc même s'il y a une loi, en attendant qu'il y ait la loi, il y a des choses qu'on peut faire entre ces deux moments. Et surtout, une dernière chose, quand on apprend qu'il y a une violence sexiste ou sexuelle sur un plateau, quand l'employeur est au courant, c'est que ça a déjà émané, si ce n'est fuité. Enfin voilà, attention, ne mélangeons pas ce qui se passe au sein des familles, dans la société civile et sur les plateaux. Voilà, donc si ça émane, il faut en parler. Voilà. Juste une question qui va paraître très naïve par rapport à des gens qui viennent de terminer leur BTS images et montage en particulier, qui m'en ont souvent parlé. Ils me disent, vous savez, monsieur, le premier contrat sans contrat que j'ai été amené à faire, c'est pour des comptes OnlyFans. Donc, des comptes OnlyFans. Donc, toute la question que je pose, c'est comment se fait-il que la France soit à peu près le seul pays dans lequel les travailleurs du sexe sont exclus du monde du travail. Et vous avez bien montré que c'est le droit du travail qui est le seul susceptible de protéger. J'entends, mais alors là, pour le coup, c'est pas exactement le thème de la table ronde. J'avoue que je ne saurais pas y répondre. Merci. Je voudrais vous remercier. Je propose on est obligé de libérer l'acide. Je propose qu'on termine la discussion dans la rue. Je voudrais vous remercier tous les 4, tous les 5. Bien sûr, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci Fabienne. Merci infiniment.